Non, j'ai décidé. C'est pas aujourd'hui que je détrône Cyrulnik, il a toujours le maillot jaune. Allez Boris, c'est à toi. Bon du camp. Tu me remets le micro, s'il te plaît? Il est parti. On arrête à quelle heure? Maintenant. Midi et demi, une heure moins. Ouais, midi et demi, une heure moins le quart. On arrête à quelle heure? Une heure moins le Il quart. faut qu'on parte de la salle. Vers minuit et demi, comme ça, On n'a pas de micro. Pas de questions. Un, deux. Ah oui, c'est bon. Bon du camp. Alors après, c'est difficile de présenter Boris. Bon alors, de toute façon, on ne présente pas Boris. Voilà, donc depuis 19 ans, on ne présente plus Boris, puisqu'il était déjà célèbre en arrivant et que maintenant tout le monde le connaît. Donc, le principe, c'est qu'on lui donne la parole et il s'arrête quand il veut. Donc, bonne nuit. Bon, alors, fini de rigoler. Maintenant, on va parler de la mort. Alors, je vais commencer parce que... Je vais commencer par une petite réflexion philosophique qui, bien sûr, sera définitive sur l'homme augmenté. C'est-à-dire qu'on constate que maintenant, il y a des technologies génomiques et environnementales qui permettent de mettre en chantier ce que des biologistes et des écologistes appellent l'homme augmenté, c'est-à-dire contrôler comment un génome pourrait nous mener à l'immortalité et contrôler les conditions écologiques qui nous permettraient de ne jamais mourir. Alors, si on arrivait à cette performance intellectuelle et technique, et il y a beaucoup de gens qui prétendent qu'on peut y arriver, si notre génome devenait immortel, ou bien on serait une espèce vieille parce qu'on serait complètement usé, ou bien si on arrivait à contrôler l'extrémité des télomères des chromosomes, si on arrivait à contrôler l'apoptose, on serait toujours jeune et immortel, ce qui ne nous empêcherait pas de mourir, parce que si génétiquement, on était immortel, le hasard n'existerait plus, et inévitablement, un jour ou l'autre, on rencontrerait l'incendie, l'inondation, la tuile sur la tête qui nous tuerait, c'est-à-dire que si on arrivait à contrôler les causes internes de la mort, le hasard n'existant plus, un jour ou l'autre, on mourrait de causes externes. Donc voilà, je dis ça juste pour vous remonter le moral, mais ça veut dire que l'association entre le sexe, comme Philippe nous l'a expliqué, et la mort, nous permet d'être toujours jeunes. C'est-à-dire que à chaque rencontre sexuelle, on invente un être humain nouveau qui, lorsque le milieu varie, lui pourra répondre, certains disent s'adapter, à ce nouveau milieu. Donc l'association du sexe et de la mort, comme dans les mauvais romans, nous permet d'être toujours jeune. Et ce permet à l'espèce d'être jeune. Et l'individu s'élimine, mais pas l'espèce. Donc cette manière de poser le problème biologique pose un problème psychologique. C'est que on a donc une représentation de soi à se faire différente de la perception de soi. Ce qui veut dire que je peux très bien percevoir le mort et ne pas me représenter la mort, ou à l'inversement, je peux très bien être anxieux par la représentation du vide, j'ai le vertige du vide, je ne sais pas, et je dois mettre dans ce vide, pour ne pas avoir le vertige, je dois mettre une représentation. C'est probablement le point de départ de la contrainte à l'œuvre d'art. Alors, voilà ici l'idée que je vous ai philosophique à laquelle tentent de répondre les éléphants. Est-ce que les animaux se représentent la mort ? Les animaux, certains mammifères supérieurs, surtout les grands singes et les éléphants et d'autres espèces, manifestent des comportements étonnants, désorganisés face à un mort. C'est-à-dire qu'ils perçoivent un objet qui n'émet plus les signaux
habituels. Ce qui veut dire que ces signaux du corps, se soumettre, dominer, crier, envoyer des odeurs, envoyer des sons, ces signaux-là ne sont plus émis, envoyés par une figure familière. Donc probablement deux questions. Ils éprouvent une sensation d'étrangeté qui désorganise leur comportement et ils ont une mémoire puisque le fait qu'ils soient désorganisés que leur comportement soit désorganisé par la perception d'un mort familier nous fait comprendre que probablement déjà ils commencent à répondre à une mentalisation, à un monde mental, puisqu'ils répondent à quelque chose qui est tracé dans leur mémoire. Cet être vivant qui est là n'envoie plus les signaux habituels, mais quand il est là, il envoie encore des signaux de familiarité. Et de cette dissociation entre la perception du mort et la représentation de la mort, un début de représentation de la mort chez les animaux, naît une sensation d'étrangeté. Alors, probablement, ils ne se représentent pas la mort comme les êtres humains, puisque nous, surtout avec notre aptitude à verbaliser, on est capable d'inventer une infinité de mondes qui existent parce qu'on les crée avec nos mots et on répond à ces représentations. Donc nous, on est particulièrement doués pour l'angoisse. C'est-à-dire qu'on peut souffrir deux fois, on peut souffrir physiquement, comme tout le monde, et en plus, on peut souffrir de la représentation de ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire on souffre une deuxième fois. C'est-à-dire que probablement, on est les êtres vivants les plus doués pour la souffrance. Et quand Néandertal invente la première sépulture, il comprend probablement que cet être d'attachement est mort, il perçoit le mort, mais il éprouve lui aussi un sentiment étrange, c'est-à-dire qu'il continue à aimer quelqu'un qui est là, mais il comprend bien qu'il n'est plus là alors qu'il est encore là. Il est encore dans sa mémoire, il est encore dans son affection, on aime encore quelqu'un qui n'est plus là. Et pour supporter ce sentiment de détresse provoqué par cette déchirure, comme un trauma, pour ce sentiment, il faut inventer une représentation, c'est-à-dire mettre les hommes dans une posture qui veut dire quelque chose, les genoux vers l'Occident, les femmes les genoux vers l'Orient, il faut mettre des cailloux colorés, il faut jeter des pétales de fleurs, il faut probablement pleurer. Néandertal comme parlait, il avait quand même une trentaine de phonèmes, mais il avait un palais plat et il avait la glotte fixée à peu près très haute, dans l'osioïde très haut. C'est-à-dire, j'imagine ça un peu comme la voix d'un enfant. Et comme la glotte n'était pas, comme les enfants qui n'ont pas mué, les garçons qui n'ont pas encore mué, et comme la glotte n'était pas descendue comme chez nous, probablement il ne pouvait pas chanter la tyrolienne, et il en a sûrement beaucoup souffert. Mais ça veut dire que Néandertal, pour affronter la souffrance de cette déchirure, a été obligé d'inventer des premières mises en scène théâtrales, artistiques. Cailloux colorés, pétales, chants, pleurs, mots, probablement mots. On a trouvé récemment, en Israël, on a trouvé récemment des os qui étaient percés pour faire des flûtes. Donc probablement, il faisait de la musique au moment de la mise en terre. Ce qui veut dire que tous nos ancêtres ont été des cannibales, puisque maintenant on sait qu'on a retrouvé les tailles de silex sur les os. Donc avant Néandertal, ça continue encore aujourd'hui, on se mangeait mutuellement. Mais il y avait une fonction alimentaire, mais surtout c'était une fonction sacrée. C'est-à-dire que manger quelqu'un qu'on aime, c'est le faire vivre encore en soi. Et que c'était sûrement un acte moral de manger quelqu'un qu'on aime. Et Gadzhusek a eu un prix Nobel à cause de ça. C'est-à-dire que, j'ai oublié cette tribu de Nouvelle-Guinée, où les femmes devaient manger le cerveau de leur belle-mère. Enfin, vous pouvez attendre la mort quand même. Hein. C'est-à-dire que... et que ce rituel-là
était à l'origine de la fabrication des prions qui a valu le prix Nobel à Gajusek. Or, ces gens qui ont été interrogés, comment vous faites pour manger le cerveau de votre belle-mère, tout le monde répondait, mais c'est parce qu'on est des êtres moraux. Vous ne mangez pas le cerveau de votre belle-mère, vous jetez son corps, vous jetez son cerveau. Vous êtes un être immoral, vous jetez quelqu'un que vous aimez. Alors que nous, on l'incorpore en nous, on le garde dans notre corps et dans notre mémoire. Nous, cannibales, on est des êtres moraux. Alors, l'ontogenèse du sentiment de mort n'apparaît pas d'un seul coup chez nos enfants. D'abord parce que il faut passer de la perception à la représentation. C'est-à-dire que nos enfants, comme l'a dit Philippe Bruneau à l'instant tout à l'heure, c'est un développement, un devenir, une construction constante, qu'on soit homme, femme, c'est une construction constante, et nos enfants n'ont pas accès à la représentation de la mort le jour de leur naissance. Et ils n'ont peut-être même pas accès à la perception du mort. Si bien que le mot mort ne désigne pas la même chose quand on a 3 ans, quand on a 30 ans ou quand on a 60 ou 70 ans. Quand on a 3 ans et qu'un enfant joue avec la mort, dessine ou fait un jeu avec un bâton ou avec les doigts, poum, tu es mort, c'est très amusant. Alors je te tue, tu fais semblant de tomber en poussant des cris étranges, on s'amuse beaucoup, c'est très gai. La mort, le mot mort à ce stade du développement des représentations, le mot mort est très gai. Et puis, vers 4 ans ou vers 5 ans, le mot mort désigne un grand voyage. Il, elle, est ailleurs, il est sur un nuage, il va revenir dans très longtemps, mais il va revenir. Puis, vers 5 ans, le mot mort désigne il, elle, est ailleurs, et là, il, elle, reviendra pas. Alors là, où est-ce qu'il peut vivre? Donc, où est-ce qu'il peut vivre après la mort? On vit encore après la mort dans l'esprit des autres. Eh bien, là, on invente, on imagine des tas de paradis, d'enfers. Généralement, c'est un nuage, ou généralement, c'est un pays de cocagne. Et c'est seulement très tard, vers 6 à 9 ans, selon le contexte familial et le contexte culturel, que le mot mort devient adulte et que l'enfant se représente une perte définitive, irrémédiable. Et là, ce sentiment de perte qu'il avait avant, là, ça devient l'angoisse de la mort. Or, ce qu'on constate quand on travaille avec les pays ou les groupes en difficulté, c'est que le traumatisme a un effet de maturation. Et que je rentre du Congo et les enfants là-bas, vers 4 ou 5 ans, ont une très claire représentation de la mort parce qu'ils baignent tous les jours dedans et que tous les jours, ils ont ce problème à affronter. Un enfant sur 3 au Congo, aujourd'hui, meurt dans les premières années. L'espérance de vie des femmes au Congo, aujourd'hui, est de 42 ans, et celle des hommes, à peu près, de 55 ans. Il n'y a pas de vieux au Congo, comme il n'y en avait pas en France au siècle dernier. Ou peut-être même qu'il y en avait très peu avant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça veut dire que cette ontogenèse du sentiment de mort, qui est d'une double contrainte, la contrainte du développement de l'enfant et la contrainte du milieu. Et c'est l'articulation, la transaction entre ces deux contraintes qui fait que le mot mort devient adulte vers 5 ans. Et même dans notre culture, assez paradoxalement, beaucoup d'enfants accèdent très tôt à l'angoisse de la mort, alors qu'ils sont peut-être pas traumatisés ils sont mieux protégés par la famille, mais peut-être qu'il y a des traumatismes pour eux, comme la publicité, des choses qui dans notre monde adulte ne sont pas traumatisantes, mais qui pour eux sont traumatisantes, provoquent des représentations angoissantes. Ce qui fait que maintenant, on voit dans les pays en guerre et dans notre culture, on voit une maturation précoce du mot mort, alors que dans les pays en paix et quand la famille est stable et sécurisante, l'âge adulte du mot mort apparaît extrêmement tard. Donc, on va continuer pour les adultes. Et nous tous, adultes, on a du mal à mettre un point final à la mort. C'est-à-dire que, puisqu'il vit encore dans notre mémoire et dans notre affection, il faut bien donner une forme à cette sensation de vie ailleurs.
Alors les Égyptiens sont bien sûr les virtuoses du passage, les virtuoses de la représentation de la vie après la mort. La mort n'est pas angoissante parce que c'est simplement un passage. On vit ailleurs, ça prend une autre forme, et comme nos enfants tout à l'heure, la mort c'est un passage, on vit sur un nuage. Comme beaucoup d'enfants ou d'adolescents, pour eux, flirter avec la mort, c'est un rite d'initiation. C'est-à-dire que notre culture, en voulant trop protéger nos enfants, ont oublié la vertu de maturation des rites d'accueil. Je ne parle pas des rituels sadiques, mais je parle des rites d'initiation. Désormais, tu as 12 ans, tais-toi, tu es un enfant, tu dis n'importe quoi. Écoute-nous. Tu as 13 ans, tu n'es pas un enfant, tu n'es pas encore un adulte, on va t'enlever à ton groupe, on va t'emmener dans la forêt, tu vas affronter les sorciers, les bêtes sauvages, tu vas affronter la mort, mais on ne va pas t'abandonner, on va te dire les rituels culturels, les chants, les danses, les armes qui donnent la mort et qui vont te permettre d'être plus fort que la mort. Et quand tu reviendras, tu seras initié, ta parole sera celle d'un jeune adulte. Et notre culture occidentale a oublié cette forme d'accueil stressante, mais pas angoissante, des adolescents, et que beaucoup d'adolescents s'inventent, eux, des rituels beaucoup plus cruels, comme le binge drinking, comme le flirt avec la mort, comme les bagarres stupides après un match de football, où on se tue, et parce que probablement notre culture est défaillante sur ce mode d'accueil des adolescents. Alors, on a cette forme de passage est très sécurisante. Par exemple, cette sculpture, ce bas-relief est très sécurisant, puisqu'il donne une forme visible à l'invisible. Désormais, moi, égyptien, je sais ce qui se passe, je vois le tableau, la sculpture, le bas-relief, me permet de voir ce qui se passe après la mort. Donc ça va, mon angoisse est contrôlée. Cette œuvre d'art, cette créativité artistique, cette création artistique me permet de contrôler l'angoisse de la mort, exactement comme Néandertal il y a quelques minutes. Alors c'est très frappant de voir que les armes, très tôt, ont donné accès au social, par les armes, les forgerons, et en donnant la mort. C'est-à-dire que les forgerons étaient les maîtres du feu, donc ils avaient un pouvoir magique. Les femmes avaient aussi un pouvoir magique. C'est un invraisemblable pouvoir qu'elles ont de mettre au monde des hommes vivants. Donc elles ont été divinisées, c'est les premières divinités, c'était des femmes, mais quand ça va bien, on les divinise, et quand ça va mal, c'est des sorcières, puisqu'elles ont ce pouvoir exorbitant de mettre au monde des hommes vivants. Alors que les hommes, donc les femmes, participent à l'aventure sociale en donnant la vie, et les hommes participent à l'aventure sociale en donnant la mort. Mais la mort n'est pas un acte brutal, c'est un acte aussi, une créativité, c'est-à-dire que, voilà ici, un couteau de sacrifice. Et j'ai été invité chez les Indiens de Lambaye, qui est au nord de Lima. Alors, à Lima, ils les appellent les moches. Mais en français, ça voulait dire, ça n'avait pas la même signification. Donc il y a eu une exposition à Paris il y a quelques mois, et on les a appelés les mochicas. Mais c'était pour être gentil avec eux, pour pas qu'il y ait de contresens. En fait, quand ils parlent d'eux, ils disent « nous les moches ». Mais ça ne prendrait pas la même signification. Et ils ont des sépultures, ils découvrent leurs sépultures, et comme j'ai été quand même médecin pendant quelques décennies, et je voyais sur les vertèbres cervicales, sur la face intérieure des vertèbres cervicales, je voyais une cicatrice étrange. Et je disais aux Indiens, mais comment ça se fait que c'est une anomalie génétique? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que toutes les vertèbres ont une cicatrice? Oh ben on ne sait pas, c'est comme ça. Enfin, c'est des êtres humains. Les êtres humains, normalement, n'ont pas une cicatrice sur les vertèbres cervicales. Et ils ont fini par avouer, voilà la cause de la cicatrice, le tranchoir. C'est-à-dire que le prêtre arrivait, les garçons sacrifiés, on sacrifiait ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire les garçons sacrifiés étaient heureux, paraît-il, d'être sacrifiés, parce que après
grâce à leur sacrifice, ils allaient faire pleuvoir, la vie serait meilleure dans leur tribu grâce à eux, et eux, grâce à leur sacrifice, vivraient dans un autre lieu. Donc la mort n'est pas la vraie fin de la vie. C'est-à-dire que lorsque les prêtres mettaient au point ces jolis tranchoirs, ils avaient, paraît-il, une méthode pour on les tenait. Les garçons devaient s'offrir, peut-être, j'imagine, dans un état d'extase, et le prêtre tranchait et coupait en même temps la face intérieure de la vertèbre, ce qui fait que plusieurs siècles plus tard, on voit ces curieuses vertèbres. Or, donner la mort, c'était fabriquer du social. C'est-à-dire que les femmes fabriquent du social avec le sexe, en portant des enfants, et les hommes fabriquent du social en donnant la mort. Mais pas au hasard. Parce que donner la mort, c'est inventer des armes, bien sûr. Donc c'est développer l'outil, c'est développer le feu des forgerons, c'est développer les classes sociales, c'est développer le langage. Parce que pour chasser, pour donner la parole aux philosophes qui vont légitimer les sacrifices, pour chasser, il ne faut pas faire de bruit, il faut faire des gestes avec la main, il faut faire des gestes convenus avec la main, des signes, c'est-à-dire que chasser, donner la mort, participe à la création artistique et au progrès du langage. Et ensuite, on partage le gibier en fonction de notre hiérarchie sociale, et c'est les femmes qui partagent le gibier. Mais ce partage du gibier veut dire, toi tu es dans mon cœur, tu es plus que celui-là, donc tu auras la meilleure part, toi tu es moins que celui-là, tu auras une part moindre, etc. Donc cette violence était légitimée, et on voit en effet que tous les poètes, tous les philosophes de l'époque ont été appelés à légitimer les massacres. Alors Homère, bien sûr, parle de l'épopée grecque, de la ruse des Troyens. Ulysse trouve tout à fait moral de massacrer les prétendants de Pénélope, et s'il ne l'avait pas fait, il aurait été méprisé. À Sparte et à Athènes, il n'y a pratiquement que des récits de guerre. Échille, Eurydipe, même Oedipe, qu'on a tous fréquenté pendant des années, même Oedipe passe de son temps dans la mort. Et ce soir, vous prendrez la Bible avec les illustrations de Gustave Doré. Il n'y a que du sang. Il n'y a que des têtes tranchées, il n'y a que des bagarres, il n'y a que des villes incendiées, et c'est comme ça qu'on a fabriqué le point de départ de notre belle société. Alors, imaginons, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, qu'on vive dans un pays de cocagne où on n'ait aucun problème à résoudre. On est immortel, le milieu est parfaitement contrôlé. On se retrouve dans la situation de Rabelais, les mangeurs de vent. Ils sont couchés, ils sont obèses. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est respirer, et il n'y a pas de problème dans la vie. Donc, si on était immortel, probablement notre vie n'aurait pas de sens. Mais là, y a pas par bonheur, le malheur existe, et notre vie a un sens, c'est-à-dire qu'on est obligé tout le temps de lutter contre le malheur, la maladie, les défaillances écologiques, ou souvent même dues à nos progrès techniques. Alors, on voit que selon la culture, cette mort prend une signification très différente, et que on peut souffrir, grâce à notre étonnant pouvoir de représentation, on peut aujourd'hui souffrir de problèmes posés il y a 1000 ans. D'ailleurs, la plupart des guerres sont provoquées par des problèmes posés il y a plusieurs siècles ou même plusieurs millénaires. Alors là, c'est la mosquée d'Omar, les Omeyyades de Damas. Et j'ai vu des chiites arriver et habillés en noir, et puis à un moment, j'étais avec une amie libanaise qui m'a dit « regarde bien », et à ce moment-là, ils se sont tous mis à pleurer à gros sanglots parce que Omar avait été décapité au IXe siècle. C'est-à-dire qu'avec une représentation, on peut faire revenir une mort passée et en souffrir, comme par exemple la mort du Christ, qui est interprétée comme une rédemption, comme la mort d'Omar, qui est interprétée comme une revanche à prendre. Donc on souffre, on éprouve encore des émotions dans notre corps pour des problèmes posés il y a 1000 ans ou 2000 ans. Alors, on va vieillir, on s'approche petit à petit de nous, et on arrive
cette manière de contrôler la mort, c'est l'homme. Les Romains disaient qu'on doit contrôler la mort et que le suicide était considéré comme un acte moral, un acte de courage. On était maître de sa vie jusqu'à la fin et on décidait de mettre fin à sa vie. C'était considéré comme un acte de liberté. Et au XIIe siècle apparaît le jugement de Dieu par le feu, c'est l'ordalie, c'est-à-dire que on vous accuse d'un crime, et si vous êtes capable de tenir une barre de fer rougi sans souffrir, c'est la preuve que vous n'avez pas commis ce crime. Par exemple, pour les femmes adultères, il y avait une méthode, le jugement de Dieu était très simple, on leur mettait un lacet de cuir bien sûr décoré autour du cou, avec une pierre, et on les jetait à l'eau. Et si elles flottaient, c'était la preuve qu'elles n'avaient pas commis l'adultère. Et après l'ordalie, il y a eu le duel. Alors le duel a été un progrès et a duré très longtemps, puisque nous, à Marseille, on est les derniers à avoir connu duel avec Gaston Deffer et je ne sais plus qui. On est les derniers à avoir connu un duel. Et pourtant le duel était interdit, mais c'était encore le jugement de Dieu, puisque Dieu, dans sa grande bonté, ne pouvait donner la victoire que à l'innocent. Et s'il était vainqueur, c'était bien la preuve qu'il était innocent. Et alors c'était important parce que ce jugement de Dieu par l'ordalie était une forme de maintien, de maîtrise du ciment social. On éliminait tous ceux qui n'étaient pas d'accord et on soumettait tous ceux qui récitaient la voix du chef. Alors que maintenant, l'arme de la violence a été créatrice. Elle a créé nos sociétés, elle a créé notre manière de vivre ensemble, elle a maîtrisé la mort, elle a développé la technologie, elle a développé le langage et l'art, les récits, le théâtre, les peintures. Mais la mort était créatrice, mais aujourd'hui, la mort n'est plus donnée par les armes. La mort aujourd'hui, l'arme de la conformité, l'arme de la violence aujourd'hui, c'est le stylo. C'est-à-dire, c'est la violence administrative. Avec une signature, je peux interdire le développement, arrêter le développement de dizaines de milliers d'enfants. Je peux chasser des gens de mon pays avec une simple signature. Alors qu'avant, il aurait fallu armer des hommes et les envoyer au contact, au combat. Maintenant, je signe, et l'arme de la violence moderne, c'est le stylo. Alors, parce que notre technologie nous a fait échapper au corps à corps et nous soumettre de plus en plus à l'idée qu'on se fait des autres, c'est-à-dire le racisme devient facile, puisque le racisme, c'est l'idée qu'on se fait de l'autre, de préférence mauvaise idée. Et au XVIIIe siècle, une autre arme totalitaire de la maîtrise des âmes devient inventée par un meuble, le confessionnal. C'est XVIIe siècle, je me suis trompé, XVIIe siècle. Dès l'instant où le confessionnal est inventé, c'est plus la peine de faire des confessions publiques, on fait des confessions intimes, et à ce moment-là, avec une punition, avec une rédemption, grâce à ce meuble, on peut redevenir normal, on peut se racheter, on peut réintégrer la société. Et l'honneur devient aussi une arme de conformité, c'est-à-dire que les soldats, par exemple à l'époque de Napoléon, les soldats marchaient au côte à côte, ce qui sur le plan technique militaire était assez moyen, ils marchaient côte à côte, mais ils préféraient mourir physiquement que mourir de honte. S'ils étaient sortis des rangs en fuyant, tout le monde aurait dit, lui il s'est enfui, donc les gars marchaient au côte à côte, et ce qui permettait la solidarité du côte à côte et la mort de chaque bataille napoléonienne faisait 50 000 ou 100 000 morts de chaque côté, alors qu'avant Valmy, à Montenotte, il y a eu 400 morts. 400 morts. Et les chefs s'étaient réunis en disant, au prix où sont les soldats, il faut arrêter, il faut payer l'uniforme, il faut payer les armes, là il y a eu 400 morts, il faut trouver une autre technique de guerre. 10 ans après Valmy, presque 90 000 morts. Et chaque bataille napoléonienne, et je ne parle pas des batailles modernes, je rentre du Congo il y a quelques jours, 5 à 6 millions de morts au Congo, dont personne ne parle, 3 millions de morts au Darfour, dont personne ne parle, c'est-à-dire que la mort existe surtout dans nos représentations quand elle est parlée par les journaux, par les œuvres d'art, par les scandales.
Alors, à l'époque de Napoléon, l'arme de la conformité, c'était la musique. Les officiers ne disaient pas comme dans les films, les officiers disent à l'attaque. Pas du tout. Les officiers disaient musique. Et les tambours et les fifres se mettaient à jouer et les hommes marchaient au pas et mouraient les uns après les autres. 90 000 morts, que c'était beau. Que c'était beau. Parce que tout l'esprit romantique regrette l'épopée napoléonienne. Mais c'était beau dans la représentation. Dans le réel, c'était dégueulasse. Mais dans la représentation, les hommes connaissaient un événement extraordinaire. Mais dans le réel, c'était insupportable parce que dans le réel, on trouve par exemple après la bataille de la rue d'Ulm, après... Qu'est-ce qui me fait dire alors? Après la bataille d'Ulm, Napoléon invite ses officiers sous une tente pour leur donner un beau repas, et les officiers racontent qu'ils enjambent leurs copains en train de mourir dans la boue, et ils vont mourir en 3 heures, 3 jours, personne ne s'occupe d'eux, puisque la Croix-Rouge n'existe pas encore, et ils vont faire la fête avec l'empereur. Donc, dans le réel, la mort est dégueulasse, et dans la représentation du réel, tout le romantisme a été embelli, esthétisé par l'épopée napoléonienne. Alors là, voilà ici une esthétisation de la mort. En fait, la mort entourée, chez soi, on mourait comme on avait vécu, c'est-à-dire c'était une preuve de la réussite sociale. Alors que la mort des rebuts, des hommes qui n'étaient pas socialisés, c'était la mort par terre ou c'était la fosse commune. Mais ça, c'était la mort idéalisée qui était assez rare dans le réel et c'était la mort sale qui était fréquente dans le réel. Claude Bench, que des gens dans la salle connaissent peut-être, Philippe Breneau a été son élève et malgré tout son ami. Et tu l'as connu aussi? Et Bench avait fait un travail sur les conditions de la mort réelle. Et sur archives, c'est-à-dire comment jusqu'à la fin du 19e, un enfant sur 2 mourait dans la première année de diarrhée. Jusqu'à la découverte de Semmelweis, 1848, prophylaxie de l'accouchement, l'espérance de vie des femmes, les femmes mouraient dans le sang. L'espérance de vie des femmes était de 36 ans. Et les hommes mouraient vers 55-60 ans dans le pu des accidents de travail et des bagarres. La mort était sale. Mais dans la représentation de la mort, voilà, on était entouré par ses amis, sa famille, et la mort était glorieuse. Alors, cette esthétisation, cette moralisation de la mort, on la voit avec Géricault. Quand le bateau coule, l'équipage, le capitaine et l'équipage savent où sont les bateaux de survie, ils les prennent, ils s'enfuient et laissent les passagers à bord. Et c'est probablement le tableau de Géricault qui a moralisé la responsabilité des officiers. C'est-à-dire que ce tableau et d'autres ont eu un tel succès qu'il a provoqué des débats. Et que beaucoup de gens se sont dit, mais quand on est responsable d'un bateau, l'officier doit partir en dernier. Et c'est à ce moment-là que l'honneur est redevenu une pression de conformité, et les officiers, aujourd'hui, doivent encore surveiller l'évacuation du bateau, et ils mourraient de honte s'ils partaient dans les premiers, parce que ce tableau a permis la moralisation de la responsabilité et de la mort. Alors voilà ici comment on représente la mort, et beaucoup de gens sont l'esthétisation de l'horreur. L'esthétisation de l'horreur a caractérisé toute une grande partie de notre poésie, de notre littérature et de notre peinture, de l'opéra, etc. Alors, la mort des femmes, la technologie a incroyablement bouleversé la condition féminine, à partir de l'éthologie, puisque la pilule a d'abord été expérimentée avec les lapines, et que j'ai le souvenir de femmes indignées qu'on puisse expérimenter la pilule sur des lapines en disant « mais enfin, j'ai relu ça il n'y a pas longtemps dans la presse, où beaucoup de femmes étaient indignées en disant « mais on n'est pas des mammifères ».
Ah ben, non, on est... je pense, moi, que les féministes devraient faire une statue au lapine, les femmes reconnaissantes. C'est-à-dire... Mais la technologie a bouleversé la condition humaine. Et cette manière de vivre la mort modifie complètement nos mythes. C'est-à-dire que il y a, avant la Seconde Guerre mondiale, la fonction du couple, c'était l'entraide sociale et la transmission de la vie. Donc le contrat implicite du couple était facile à acquérir. On ne s'aimait pas forcément, on se mariait pas toujours, souvent, mais les ouvriers se mariaient peu, le compagnonnage était fréquent, on se mariait quand il y avait un nom à proposer et quand il y avait des biens à transmettre. Sinon, on se mettait en couple pour s'entraider. Et beaucoup d'ouvriers, libres penseurs, se mettaient en couple. Le couple avait une fonction d'entraide. Alors, une aventure extra-conjugale, dans ce cadre-là, c'était pas grave. Puisqu'on avait une aventure extra-conjugale, on aimait sa maîtresse, on aimait son amant, mais on vivait avec cet homme, on vivait avec cette femme, avec qui on avait un contrat social d'entraide et de transmission de la vie. Et puis, après, alors, Georges Duby nous dit, ça a commencé, l'aventure de la personne a commencé au XIIIe siècle en Provence, à Toulon, et que les cours d'amour, qui ont été embellis ensuite, mais cette aventure du couple amoureux qui maintenant devient en Occident une valeur. On pense on peut se marier ou on ne peut se mettre en couple que si on est amoureux. Il y a d'autres cultures qui sont très étonnées de ça. En Asie, au Proche-Orient, en Afrique, ça les étonne beaucoup, parce qu'ils disent, mais vous êtes en train, avec le mariage d'amour, vous êtes en train de fragiliser votre société, puisque c'est deux personnes qui se rencontrent sans tenir compte des impératifs sociaux. Alors eux, ça les étonne beaucoup, mais dans un contexte où le mariage amoureux devient une valeur, à ce moment-là, l'aventure extra-conjugale devient une tragédie. Et parce que je suis amoureux, fou de cette femme, je ne pense qu'à elle, elle a pris mon âme, elle habite en moi, et toi, t'arrives et tu me prends ma femme, donc tu as tué une partie de ma vie. Donc je te tue, crime passionnel, et je suis en légitime défense. Et pendant très longtemps, le crime passionnel n'a pas été fortement puni. À peine puni. C'est-à-dire qu'on disait, cet homme, puisqu'on lui a pris sa femme, cette femme parfois, il s'est défendu, il est en légitime défense, donc on va très peu, c'est pas bien de tuer sa femme et son amant, mais on vous comprend, vous êtes défendu. Alors que ça veut dire que le mariage d'amour fragilise les contraintes sociales et change la signification de l'assassinat et de la mort des autres. Alors, mais ça veut dire aussi que notre culture est en train de changer de modèle organisateur et que Oedipe est en train de plus en plus de céder la place à Narcisse. C'est-à-dire que avant, la phrase qu'on entendait dans les couples, c'est « il faut s'entraider » et transmettre la vie. Une femme ou un couple qui ne mettait pas au monde des enfants était un couple blasphématoire. Il ne mettait pas au monde des âmes pour adorer Dieu, donc c'était un couple blasphématoire. Actuellement, on n'entend plus cette phrase, se marier pour transmettre la vie. Maintenant, ce qu'on entend, c'est « je veux vivre ma vie ». On passe de Oedipe, on évolue vers Narcisse. Alors voilà ici. Donc l'idée que je suis en train d'élaborer pendant encore 1 minute ou 2, c'est que en fait, on continue, comme les enfants, on continue à se représenter la mort après la mort biologique, après la mort réelle. Mentalement, on continue à se représenter une autre forme de vie. Et là, on voit la communication avec les grands hommes morts qui a marqué la fin du 19e jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où on voyait des grands scientifiques faire tourner les tables. Ils se réunissaient pour le spiritisme. Et quand ils communiquaient avec les morts, avec qui communiquait Victor Hugo ? César. Et puis qui encore ? Alexandre, et puis voilà. Donc ça veut dire quand même que on restait entre gens bien, quoi. Et c'était une activité mondaine importante. C'était une activité mondaine et qui a continué jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et même un petit peu après.
Alors maintenant, pendant 2 minutes, et ça sera la fin, on arrive au crime de masse. Alors là, la mort réelle change de forme et la représentation de cette mort-là est difficile. Alors, Picasso a quand même fait Guernica, bien sûr, mais beaucoup de gens, beaucoup de communistes ont critiqué ce tableau. Et quand Staline est mort et que Picasso avait fait un dessin stylisé du visage de Staline, beaucoup de communistes avaient été scandalisés. On ne peut pas faire une représentation artistique de la mort d'un grand homme. Il aurait fallu mettre un vrai dessin ou sa photo. Et on a le même sentiment après Auschwitz. C'est-à-dire qu'on ne peut pas esthétiser cette horreur et que c'est parce que là, il n'y a que de la dégueulasserie. C'est à voir. Parce que vous avez tous vu, par exemple, l'Armée rouge à Berlin mettant le drapeau de l'Armée rouge sur le Parlement de Berlin. C'est magnifique. Berlin est en flammes, il y a du rouge, du noir, il y a des soldats dans des postures très 19e siècle. C'est une mise en scène totale. De même que la pelleteuse qui dégueule les corps d'Auschwitz, c'est une mise en scène aussi. C'est-à-dire, c'est des cadavres qui étaient morts de typhus, qui avaient été empilés, et la pelleteuse les mettait dans un trou de chaux. C'est-à-dire que même là, il y avait une mise en scène. C'est-à-dire que cette mise en scène était soit esthétique, soit idéologique, mais on était obligé quand même au remaniement de la représentation de la mort. Et là, ces photos-là, on les a tous vues jusqu'à plus soif, tellement elles sont spectaculaires, la mise en scène. Qui a vu un seul cadavre des Twin Towers? Personne. Personne, vous avez vu parce que vous étiez à New York, mais pas dans la représentation. Alors on voyait des gens se jeter par les fenêtres. Mais ce n'étaient pas des gens, c'était des insectes qui se jetaient par les fenêtres. Alors l'image qu'on a tous vue, c'est cette mise en scène-là qui est un film de science-fiction. C'est-à-dire c'est le chef-d'œuvre du terrorisme qui est un film de science-fiction qui a bouleversé la culture humaine. Donc, ça veut dire que maintenant qu'on arrive à cette représentation du crime de masse, on commence maintenant, la vie est belle, on commence maintenant à oser faire des métamorphoses artistiques de l'horreur avec les ex-voto. Et quand Adorno disait après Auschwitz on ne pourra plus jamais écrire, il est difficile de se tromper plus. Tout le monde écrivait à Auschwitz alors que c'était puni de la peine de mort. Tout le monde écrivait des poésies, Paul Celan, la secrétaire de Jean-Paul Sartre, dont j'oublie, Charlotte Delbault. Charles Delbault. C'est-à-dire que tout le monde écrivait, c'était le seul moyen de supporter la mort, c'était de se mettre un coin de poésie dans sa tête, tellement le réel était insupportable. On se retrouve encore dans la même démarche qui est celle que je vous propose. Donc, je rentre du Congo, et là maintenant, les enfants sont utilisés non plus comme esthétisation de la mort, mais le viol des femmes ou l'embrigadement des enfants comme soldats est utilisé comme une arme de guerre, c'est-à-dire que ça tue plus efficacement qu'un fusil. Violer les femmes d'un village, c'est être assuré qu'on va détruire le village, encore plus sûrement qu'avec des fusils. Engager des enfants, les adultes ne sauront pas se défendre. On ne peut pas se défendre contre un enfant, une petite fille ou un petit garçon de 10 ans qui est mignon comme tout et qui tient une Kalachnikov. Comment on fait pour se défendre? On tire dessus, on lui envoie des coups de pied à la figure, comment on fait? Eh bien on ne fait pas. Et quand, en racontant, donc c'est des armes de guerre terriblement efficaces. Et en racontant ça, ou quand j'en parle, je me sens obligé de mettre un peu de beauté si je veux simplement témoigner. Je ne peux pas témoigner sans mettre un peu de beauté, sinon moi je serais malheureux, je serais anxieux, je me sentirais mal et j'aurais l'impression de déclencher en vous un malaise ou une angoisse. Donc quand je raconte, quand j'ai été à Kivu voir des femmes qui avaient été violées
pour être engrossées, elles étaient violées jusqu'à ce qu'elles soient engrossées. Eh bien, ces femmes font des communautés, et je ne peux pas raconter ce que j'ai vu, je ne peux le raconter que si je dis que j'ai vu une jeune femme, une grande fille de 14 ans, mignonne comme tout, qui restait élégante. Je suis obligé de mettre un peu de beauté, ou quand j'ai été travailler avec les enfants soldats, je ne peux témoigner que si je raconte que ces enfants étaient mignons, qu'à côté de moi il y avait un petit noir, un petit Congolais qui ressemblait à mon petit-fils, il était mignon comme tout, et que je ne peux raconter l'horreur que si je mets un peu de beauté. Sinon, je n'ai que l'horreur et je ne pourrai pas supporter ce que je veux vous dire et vous ne pourrez pas l'entendre. Alors voilà ici, qu'est-ce que c'est, Florence, ça comme... Bon, ben voilà. Alors finalement, je voulais terminer sur cette idée pour vous dire que depuis Néandertal, c'est le même problème. Merci de m'avoir écouté. Alors, il y a la place pour une seule question. Non, au public. Une seule question. Au fond, venez. Approchez-vous. Voilà. Donc vous savez qu'on a encore un après-midi chargé. Et comme l'a très bien dit Boris, il faut quand même qu'on se nourrisse. Et on va manger le cerveau de nos belles-mères. Voilà. Bon, on fait l'impasse sur la question, tout le monde s'en va.